Salut l'investisseur malin, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette vidéo sur les pièges de la plus-value immobilière et puis juste après, je te parlerai des exceptions aussi en matière de plus-value immobilière. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'investisseurs et on avait vu dans la vidéo précédente, si tu t'en souviens, les bases du calcul de l'impôt sur la plus-value. Alors je fais une parenthèse avant de démarrer la vidéo, simplement parce que j'ai pris une décision, tu le sais. En ce qui me concerne, moi faire des vidéos sur YouTube, c'est absolument pas mon métier. Je fais ça depuis seulement quelques mois. Et je te fais une seule prise parce que j'ai pas forcément le temps de faire mieux. Je te fais souvent des vidéos entre deux rendez-vous puisque je te rappelle que j'ai par ailleurs une activité de conseil en investissement et en gestion de fortune. Donc j'espère que tu m'excuseras si parfois j'ai des petits tics de langage, des petits blancs. C'est pas mon métier de faire des vidéos bien chiadées, bien marketées. Et d'ailleurs, ce sera certainement la dernière fois aussi que je te dis abonne-toi à ma chaîne, etc. Parce que en fait, je me sens pas forcément très à l'aise dans l'exercice. Je vais quand même te mettre bien sûr les petits icônes à chaque fois pour jouer le jeu, on va dire. Parce que c'est quand même aussi l'objectif de rendre tout ça plus visible. Mais voilà, moi mon métier, c'est de parler de ça, c'est pas de faire du racolage sur les réseaux. Donc, je ferme cette parenthèse et on rentre dans le vif du sujet. Alors, le premier piège que peu de gens connaissent d'ailleurs en matière de plus-value, c'est qu'il y a une surtaxe sur les plus-values dès lors que la plus-value dépasse les 50 000 euros. Qu'est-ce qu'on entend par 50 000 euros? Si tu reviens à la vidéo précédente, on parle de 50 000 euros, c'est-à-dire la plus-value nette, une fois que tu auras retraité les frais d'acquisition, une fois que tu auras retraité les éventuels abattements pour durée de détention. Donc c'est une fois que tout ça a été fait que tu peux regarder si ta plus-value dépasse ou non les 50 000. Si ça dépasse 50 000, je t'invite à regarder sur internet, tu tapes surtaxe des plus-values et tu trouveras un barème qui s'applique. Ce sont une surtaxe supplémentaire qui va de 2 à 6% du montant de la plus-value. Donc c'est une taxe supplémentaire. Ensuite, je t'ai mis, alors d'ailleurs j'avais écrit sur le slide, je voulais écrire attention bien sûr, mais j'ai inventé un mot, attentation. Alors au début je voulais tout recommencer, puis déjà ça m'a saoulé, comme je te dis, à chaque fois ça me gonfle de recommencer, etc. Moi c'est pas grave si c'est pas parfait mes vidéos, mais finalement j'ai décidé de le laisser parce qu'en plus ça m'a fait rire. Souvent quand un client fait, en ce qui me concerne, enfin quand je considère qu'un client fait une erreur grave en matière fiscale, je dis que c'est un attentat dans le sens où ça lui coûte cher, que c'est le mauvais choix. Et là, au lieu d'écrire attention, j'ai écrit attentation et je l'ai laissé parce que effectivement, attention, le piège sur la plus-value, si vous remettez en location votre résidence principale alors que vous l'avez quittée depuis peu, c'est une tentation justement de beaucoup d'investisseurs de se dire je quitte ma résidence principale pour faire un nouvel investissement, soit à nouveau en résidence principale, soit pour justement vendre sa résidence principale pour apurer, on va dire, ses finances. Je connais beaucoup d'investisseurs qui désormais considèrent que la résidence principale n'est pas forcément la bonne idée. Moi, je suis un peu plus réservé et partagé sur le sujet, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc voilà, il y a des gens qui quittent leur résidence principale pour la revendre, pour repartir à zéro au niveau de leur endettement et qui, le temps de la revente, parfois se disent bah, « tiens, c'est une bonne idée, je vais en attendant la mettre en location courte durée ou en location pendant quelques temps, le temps pour moi de trouver une nouvelle maison ou un nouvel appartement. » Et donc, attention, parce que ça peut se transformer en attentat, comme je vous disais. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale, et ça fait partie des exceptions qu'on voit juste après, mais vous le savez, la résidence principale, ça c'est en général connu de tous, elle est exonérée en matière de plus-value, donc ça c'est une excellente nouvelle pour les Français. Seulement, si l'administration fiscale voit qu'il y a des traces, ou en tout cas une intention du propriétaire de mettre en location un bien immobilier pour en retirer un revenu, ne serait-ce que pendant quelques mois, l'administration fiscale pourrait considérer que ça n'est plus votre résidence principale, mais qu'il y a eu une intention de le transformer en bien locatif, auquel cas l'administration pourrait considérer que vous êtes dans le cadre d'une résidence secondaire ou d'un bien en investissement locatif et donc appliquer une plus-value. Donc soyez très vigilants par rapport à ça, ou en tout cas si vous le louez pendant quelques mois, soyez discret
dans la façon dont vous le faites pour pas que ça se retourne contre vous. Ensuite, je voulais simplement préciser ici, mais je ne pourrai pas rentrer dans le détail, que les plus-values lorsqu'un bien immobilier est détenu dans une SCI à l'IS ou lorsque le bien immobilier est détenu alors que vous-même vous avez un statut de loueur meublé professionnel, donc LMP. Attention parce que là, tout ce que je vous ai raconté précédemment, malheureusement, n'est pas juste. Ce sont des régimes d'imposition complètement différents. Peut-être qu'un jour, j'aurai le temps de vous faire une vidéo dédiée à ça, mais ça concerne moins de monde, donc je ne le fais pas aujourd'hui. Attention, là, on parle de plus-value professionnelle. Et là, les SCI à l'IS, encore une fois, c'est très différent. Déjà parce qu'on est dans un bilan de société et il y a des mécanismes d'amortissement qui, contrairement à la location meublée non professionnelle, comment dire, on va les intégrer, en tout cas on va les réintégrer en matière de plus-value lorsqu'on est dans une SCI à l'IS, ce qui n'est pas le cas pour un LMNP. Je ferme à nouveau cette parenthèse, j'espère ne pas avoir perdu ceux qui ont peut-être un peu moins l'habitude de parler ou d'apprendre au sujet de l'immobilier. Je voulais vous mettre des points de vigilance comme ça, même si je ne rentre pas dans le détail. Encore une fois, l'idée c'est de vous alerter sur des sujets et si vous êtes concerné, à ce moment-là, c'est la magie de Google par exemple, c'est que vous allez taper un mot-clé et puis vous allez trouver en général des articles qui vous aideront à comprendre ces thématiques. Voilà pour les pièges principaux, il y en aura peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais ça c'est les principaux auxquels j'avais pensé. Maintenant, on va voir les exceptions qui confirment la règle comme on dit. C'est parti. Voilà, alors les exceptions, là encore, je t'ai listé les principales auxquelles j'ai pensé. Il y en a encore peut-être d'autres, même certainement. Mais je pense que c'est les principales qui vont t'intéresser. Alors la première exception, je venais d'en parler, c'est le fait qu'il n'y a pas d'imposition sur la plus-value s'agissant de la résidence principale. Donc attention au point de vigilance dont j'ai parlé à l'instant. Il y a aussi un débat que je vois souvent sur les réseaux sociaux, c'est à partir de combien de temps faut-il habiter dans un bien pour que l'administration fiscale puisse considérer que c'est une résidence principale pour qu'en tant qu'investisseur, on puisse tenter de bénéficier d'une exonération en matière de plus-value. Il n'y a pas de délai bien établi. En fait, il faut se référer aux jurisprudences. Il y a eu quand même des décisions de la justice là-dessus. Mais malgré tout, c'est un peu flou. Ce qui est important, en réalité, ce n'est pas tellement la durée pendant laquelle vous avez résidé dans le bien, c'est que l'administration fiscale, si elle serait tentée de contester le fait que ce soit une résidence principale, l'administration fiscale va rechercher des indices qui prouveraient que cette maison que vous tentez d'exonérer en matière de plus-value, si vous dites que c'est votre résidence principale, elle va tenter de prouver que ça n'était pas vraiment le cas. Donc c'est important de faire en sorte de bien sûr aménager sa vie de façon à pouvoir prouver que la maison dans laquelle vous étiez et que vous cherchez à exonérer de plus-value, c'était bel et bien votre résidence principale. Donc bien sûr vous aviez un accès Internet, c'est là que vos courriers doivent arriver, etc. etc. Enfin, c'est là que vous devez prouver que vous y dormez quasiment tout le temps, etc. avec votre famille. Après en termes de durée, c'est vrai que souvent on parle de minimum 6 mois, 1 an, pendant laquelle il faut demeurer dans cette résidence principale pour tenter d'exonérer. Donc ça peut être pas mal, notamment si vous êtes un jeune investisseur. Et c'est vrai que les résidences principales, si vous achetez, que vous faites des travaux, que vous réévaluez le bien, excusez-moi, j'ai dû faire une pause quand même, j'avais un petit chat dans la gorge. Alors la résidence principale, je disais, si tu as fait des travaux qui réévaluent, qui réapprécient le bien immobilier en lui-même, c'est vrai que c'est tentant pour un investisseur de dire je fais un achat-revente sur ma résidence principale, en plus je suis exonéré si j'ai créé de la valeur. Donc là, effectivement, il vaut mieux y avoir habité depuis 6 mois, 1 an pour vraiment pouvoir le justifier. Et puis ça va peut-être marcher 1, 2 ou 3 fois auprès de l'administration fiscale. Attention ensuite à ne pas être requalifié en tant que marchand de biens parce que là, on changerait complètement de schéma. Donc marchand de biens, c'est-à-dire qu'on devient un professionnel de l'achat-revente et justement du fait de faire des travaux pour réévaluer, revaloriser un bien immobilier. Donc ça, c'est le point important que je voulais te faire. Et puis ensuite, ça c'est un peu moins connu, c'est que si tu n'as pas été propriétaire de ta résidence principale depuis plus de 4 ans, mais que par ailleurs tu étais détenteur d'un bien immobilier
qui était peut-être une résidence secondaire ou un bien locatif, tu peux éventuellement être exonéré sur cette plus-value si toutefois il s'agit de ta première vente. Donc voilà, on peut être exonéré sur un bien autre que sa résidence principale si c'est sa première vente immobilière et si tu n'as pas été propriétaire de ta résidence principale depuis plus de 4 ans et que l'argent que tu vas récupérer suite à la vente de ton bien immobilier est réinvesti, ou en tout cas tu réinvestis dans une résidence principale dans les 2 ans qui suivent. Donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Ça c'est beaucoup plus anecdotique, mais ça va peut-être intéresser ceux qui sont investisseurs dans les parkings par exemple. Les cessions de moins de 15 000 € ne sont pas soumis aux plus-values. Donc voilà, ça on considère que le montant est trop faible et allez, on fait abstraction de la plus-value et c'est cadeau. Et puis enfin, là aussi, c'est un peu plus rare, mais peut-être qu'ici il y a des non-résidents. Pour les non-résidents, la plus-value est particulière, en tout cas le traitement de la plus-value. Il y a eu des décisions de justice de la Cour de justice européenne, de l'Union européenne, justement parce que ceux qui n'étaient plus résidents de France trouvaient ça injuste de payer des cotisations sociales alors même qu'ils ne bénéficient plus forcément du système social français, parce que notamment en général ils cotisent par ailleurs dans leur nouveau pays de résidence et la France continue à les taxer plein pot sur les prélèvements sociaux. Donc là, il y a une décision de la Cour de justice qui permet dans certains cas aux non-résidents qui sont dans un autre pays de l'Union européenne de bénéficier d'un taux réduit à 7,5 au lieu de 17,2. Et puis il y a aussi certains cas, mais là encore je t'invite à aller peut-être voir sur Google si tu es concerné, certains cas dans lesquels on peut être complètement exonéré sur la plus-value. Il y a un nouveau seuil qui a été fixé de 150 000 € de plus-value en dessous duquel on peut éviter l'impôt si on est non-résident. Donc voilà pour les exceptions. Je pense n'avoir rien oublié de ce que j'avais en tête, des points importants dont je voulais te parler. Si tu as des questions, bien sûr, là tu peux les laisser en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. C'est quand même aussi l'objectif de ces petites vidéos. Tu le sais, chez les investisseurs malins, ma mission, c'est de t'aider à devenir plus intelligent avec ton argent de façon à ce que ça puisse te profiter, faire profiter ta famille et peut-être même lorsque tu seras toi-même un expert de ces sujets, faire profiter autour de toi de ces connaissances qui peuvent, à mon avis, grandement aider les gens dans leur quotidien. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao.